Après la guerre, qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 18 ans... Il y a justement, c'est qu'il n'y avait absolument rien à faire. Parce que bon, il y a eu la libération avec tout ce que ça pouvait comporter, surtout après l'occupation, parce que j'avais écrit ça dans un texte comme ça. J'étais ce qu'on appelait les adolescents de l'occupation. C'est-à-dire pendant l'occupation, on ne pouvait strictement rien faire. Ouais. Rien, on ne pouvait pas lever le petit doigt sans risquer de se retrouver embarqué je ne sais où. Donc ça n'a pas été... Alors quand est arrivée la libération, je dois vous dire qu'on pensait s'éclater, on pensait que tout allait revenir comme avant, dans des équipes orientales, parce que je suis parti en février 1948, les tickets d'alimentation existaient toujours. Oui. Il a fallu que je fournisse à l'armée une attestation comme quoi j'avais rendu ma carte d'alimentation à la mairie. D'accord. Mais c'était quoi l'envie d'aventure, le côté... Ah, le goût de l'aventure, oui. C'était l'aventure. Et personnellement, la guerre d'Indochine, ses bases, ses raisons, tout ça, je les ignorais. Oui. Donc j'en étais pas tellement informé. Je n'avais pas non plus dans le côté de vouloir conserver à la France son empire colonial, enfin la perle de l'empire colonial, qui c'est l'Indochine et la perle en question. Ce que je voulais, c'est vivre l'aventure. J'avais vécu ces 4 années-là, étouffées, je voulais m'éclater. Il n'y avait pas de notion donc de patrie, de... Ah non, absolument pas. L'aventure. Je pourrais prétendre qu'il y avait une vague connotation patriotique, c'est pas vrai. D'accord. Ça, j'avais envie de m'éclater, j'avais envie de courir l'aventure. Tant plus que j'étais élevé dans un milieu assez... j'ai été entouré jusqu'à 11 ans. Oui. J'avais été sevré quand même, je vous rassure. Et... ma mère était déjà je n'avais pas de père d'une part, et ma mère était une personne déjà assez âgée. Quand elle m'a eu, elle avait près de 37 ans, ce qui est quand même assez vieux, et timorée, craintive, peureuse, comme ça. Donc... Vous étiez protégé, quoi. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été alors... Le fait de pouvoir partir en Indochine, alors là, ça a été pour moi eh bien, je ne le regrette absolument pas. Et pourquoi les paras et pourquoi l'Indochine? Parce que j'avais un de mes amis d'enfance, nous étions connus à la classe du certificat d'études, oui, c'est pas la semaine dernière. Notre ambition, c'était une ambition commune à bien des jeunes, c'était l'aviation. Ah, oui. Quel est le gosse qui n'a pas rêvé d'être aviateur ou conducteur de locomotive? Ça, c'était... Malheureusement, l'aviation, il n'y avait strictement rien à faire. C'était bouché. Nous avions réussi quand même en 46 et 47 à faire du vol à voile. C'était quand même... c'est passionnant, comme j'ai adoré le vol à voile. Malheureusement, à l'époque, c'était facile de pratiquer, simplement en faisant partie d'un aéroclub. Alors que maintenant, à moins d'être personnellement propriétaire de son planeur et avec tous les frais que ça peut représenter, il est impossible de faire le vol à voile. C'est terminé. Donc, si vous voulez, c'était le parachutisme, voyez-vous, entre l'aviation et le parachutisme, il y avait un pas à franchir. C'est la porte. On l'a franchi très allègrement. Et de toute manière, nous ne serait pas venu à l'idée de partir dans une autre... À l'époque, il y avait l'AEF, Madagascar, l'occupation en Allemagne, tout ça, ça n'avait rien de tellement motivant. Et puis il y avait autre chose aussi, c'est que mon copain Franck avait 1 an de plus que moi, nous allions être appelés. D'accord. Et quand on est appelé, on vous colle. On subit l'affectation. Il vous colle, on va vous coller, il n'est plus question de choisir. Alors en s'engageant, donc, et on nous dit que c'était des parachutistes, et tous les deux, nous avions ce goût de l'aventure. Pour ça, vous reconnaître, on a été servis. Je me suis engagé pour les parachutistes et j'ai été affecté au 3e BCCP, qui était en garnison à ce moment-là sur Saint-Brieuc et Vannes, qui avait un pied sur les deux. Donc le 3e BCCP était constitué de 3 GC. GC signifiant groupe de commandos, ce qui équivaut à la compagnie. Et chaque commando
à une section. Ouais, bon, mon chef de commando, de compagnie, non, de compagnie, de GC, donc de compagnie, c'était Bijard. C'était Bijard. Donc c'était quand même une entrée en matière assez faste, voyez-vous. Bijard, il sélectionnait ses bonhommes. Il était capitaine à l'époque. Il avait horreur des petits gabarits. Ah oui, oui, ah bah, pour ça c'est la raison pour laquelle ça m'a donné ma chance, parce que je dois avouer que lorsque je suis parti, je mesurais 1,95 m et je faisais 72 kilos. Voyez-vous... Une asperge. Une perche. Alors, tu vois ce que m'a dit Bijard? Il m'a dit, je veux pas de toi, tu vas te casser en deux. Alors, non, j'ai plaidé ma cause, je lui ai dit d'aller moi, ben, ce sera toujours temps de me lourder, dans la suite. Et donc, j'ai tenu le choc, et du reste, il m'avait même pris en estime, parce que je suis parti au mois de février, et au mois de juin, il m'avait nommé cabot. Pas mal. C'était quand même pas mal, je n'avais pas me plaindre. Et de toute manière, on est toujours resté en bon terme, jusqu'à qu'il quitte le 3e BCC. Nous étions logés dans des baraquements, c'était les Allemands qui avaient construit ce camp, mais ils en avaient confié la construction des baraquements à de la main-d'œuvre française. Alors, inutile de vous dire qu'ils n'avaient pas fignolé. Il y avait des jours comme ça aux fenêtres, il n'y avait pas de sous-sol, c'était posé on ouvrait une trappe, on voyait l'herbe en dessous. Ne parlons pas d'eau chaude, ne parlons pas de douche, tout ça, ça n'existe. De chauffage, tout ça, ça n'existait pas. Et la bouffe, alors là... C'était délicieux. Ah, vous savez quel était le petit déjeuner? La boule de pain à 16, avec une sardine à l'huile. Aïe, ah oui. Et après, c'était rythmé, il y avait quoi, de la marche, il y avait des activités physiques. Surtout avec Bijard, il entendait tirer le maximum et surtout éliminer le plus possible. Tous ceux qu'il estimait qui risquaient de ne pas tenir le choc, il y a eu 60% au GC2, il y a eu 60% d'éliminés. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est quand même important. Et alors les autres GC, en principe, ils avaient 5 jours de formation. Le samedi, c'était bon, les revues de pactage, le casernement, les corvées, les trucs comme ça. Puis le dimanche, on connaissait la bulle. Avec Bijard, c'était 6 jours. Et donc, on n'avait que le dimanche de libre quand il ne nous faisait pas une marche à la boussole ou des embuscades de nuit, quoi. Bon, remarquez, ça a été une bonne chose parce que par la suite, notre première opération en Indochine, c'était la région de Sonla, le long de l'RP-41, c'était des embuscades. On est tombé dans des quantités d'embuscades. Mais celle que Bijard nous avait fait, on se l'étendait d'un commando à l'autre, mais nous avait appris à avoir les réflexes nécessaires quand on tombe dans l'embuscade, et ça nous a sacrément servi. Et tout ça, donc ça a été validé par un brevet parachutiste que vous avez passé... Je l'ai passé à Pau. Vous vous rappelez un petit peu la période? J'ai été breveté le jour de ma fête, le 29 avril 48. D'accord. Et la découverte du saut en parachute, c'est impressionnant, émouvant. C'était quoi le terme qu'on pourrait définir? Épouvantable. J'ai le vertige sur un tabouret de cuisine. Aïe, ah oui, d'accord. Et ça, je vous garantis que ça a été la pire période de mes 4 ans et demi d'armée. Qu'est-ce que j'ai venu... Honnêtement, qu'est-ce que j'ai été venu foutre dans cette galère? Mais j'avais signé, je m'étais engagé. Je ne pouvais pas me pas me dégonfler, c'était pas possible. Quand on râlait avec le père Bijard, parce qu'il nous en faisait tellement baver, des fois il y avait des... Hein, il nous disait, on a été vous chercher. Non. Alors, fermez votre gueule. Et donc là, le brevet para, il valide des compétences aéroportées, mais vous étiez passé par Fréjus pour le côté un peu aguerrissement commando. Ah oui, ça, ce qu'ils appelaient le sage marin. D'accord. Sur les bords de l'Argent, ça. On était logé au camp colonel Robert à Caïs, là. Oh, ça a duré à peu près 3 semaines, quoi.
Oh, c'était C'était une mise en bouche? bon, c'était pas passionnant. On a passé notre temps à essayer de traverser cette fameuse rivière, l'Argence, là, de tous les moyens possibles, sauf en prenant les ponts. Et voilà, avec des bambous et nos toiles de tente, on faisait des trucs pour pouvoir faire des espèces de radeaux pour faire traverser des les boudins. arbres, enfin des trucs. Je suis pas certain que c'est une grande utilité. Je suis pas. Bon, enfin, ça faisait partie de l'entraînement. Ben oui, parce on a embarqué le 23 octobre. D'accord. Petite permission avant ou pas? Près de 3 semaines de permission quand même. D'accord. Ce qu'ils appelaient la permission de départ colonial. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'est l'aventure commence. Ah, l'aventure commençait. Elle commence par un départ à Marseille. Le départ à Marseille, oui, le 23 octobre. Le pasteur? Escale à Mersel Kébir pour charger le premier BEP. Et puis après, Port Saïd, Colombo, Singapour et le Cap Saint-Jacques. Donc la découverte de nouvelles cultures. Émerveillement. Canal de Suez. Canal de Suez, oui, ça c'était intéressant. Surtout que je le voyais un peu particulièrement parce que c'est un de mes ancêtres qui l'a construit, Ferdinand de Lesseps. D'accord, d'accord. Bon, enfin, on va dire, j'ai pas de royalty pour autant, je le dis tout de suite. Et donc on est sur le Pasteur. Pasteur, oui. Comment se passe la cohabitation avec les légionnaires? Parfait. Parfaite. Avec le premier BEP, donc, on s'est entendu. Du reste, au cours de nos 2 ans de séjour, avant la traite de Kéoman, on s'est croisés au cours d'opérations, on entretenait des rapports absolument. On s'est retrouvés dans les docks de Marseille, là. Du reste, on n'avait rien à bouffer, une fois de plus. Et les gars se sont fait déventrer avec ce qu'ils ont trouvé. Ils sont tombés sur des cacahuètes qui n'étaient pas grillées. Ils se sont chopés des diarrhées, mais alors que nous avons embarqué sur... Moi, c'était des cales, vous savez. Moi, j'étais des 6 bâbord. Alors, les cales, immenses, au plafond, des crochets pour accrocher les hamacs. Oui. Tout était calculé. Le nombre de hamacs, ou alors les gars dormaient sur les tables. Parce que ça servait de réfectoire. Vous aviez des grandes tables avec des bancs qui étaient alignés. Les gars dormaient sur les tables ou ils dormaient dans les hamacs. Ah, c'était pas le grand confort. Par contre, la bouffe. Ah, la bouffe sur le Pasteur. C'était le bonheur. Pasteur. Ah, merveilleux, du pain blanc, des morceaux de pain blanc. C'est un véritable dessert, le pain. J'ai jamais compris comment des gars arrivent à faire cuire, à faire une nourriture aussi savoureuse, si l'on peut dire, pour 5000 personnes. Ça, alors là... Ben alors, la corvée de soupe, à midi, elle commençait à 10 h et à 5 h le soir. Les troupes embarquées fournissaient la corvée? Ah oui, les corvées. Pour aller chercher la soupe, ah oui. C'est pas eux qui la faisaient, mais fallait la chercher aux cuisines pour la ramener dans les cales. Et la traversée, c'était quoi? C'était des manœuvres, c'était de l'instruction, c'était la découverte? Non, à part l'exercice d'abandon, il n'y avait rien. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on peut s'emmerder à bord d'un bateau. Parce que c'est très joli de regarder les marsouins ou les dauphins, comme ça. Mais quand on a vu ça pendant quelques heures, ben on pense à... Il n'y a rien d'autre à foutre. Il n'y a rien d'autre à foutre. Il y a des gens qui ont été pris par un doute et vous ont abandonné dans les escales? Oui, il y a 2 gars du GCD, du reste... Viciac et Cristibelli, qui ont déserté, qui ont plongé donc, dans le bouillon, et qui ont été se balader à Singapour. Ah, non, je me trompe, c'est pas dans le canal de Suez qu'ils ont déserté. C'est à Singapour qu'ils ont déserté. Remarquez, c'est quand même un tour de force, parce que n'est-il de vous dire que le Pasteur n'était pas à quai, il était... et ils ont sauté, et puis ils sont arrivés sur l'île. Et tout fiers, ils ont été se balader en ville. Et ils se sont fait pris aux pattes, évidemment. Ah ben, comme c'était les Anglais qui tenaient Singapour, ils ont plus par-ci la bonne soupe, et ils sont arrivés à Saigon avant nous. D'accord. Et Bijard et le commandant Hérol étaient évidemment fiers de leur comportement.
On va dire, c'est surtout Bijard qui s'en est occupé. Donc là, on arrive tranquillement par la rivière de Saïgon. Oui. Et quelle est la première approche du monde asiatique? Ben, d'abord, c'est de remonter cet arroyo sur les. On voyait de la faune sur les côtés. On a vu des crocodiles, on a vu des bestioles comme ça. À Saïgon, qu'est-ce qu'on vous projette comme mission? Ben, Saïgon, on est resté quelques jours, logés sous des tentes, une bouffe. Mais par contre, on a découvert les bananes. Du reste, avec mon copain Franck, on bouffait que des bananes. Pendant les 4-5 jours qu'on est resté au camp Petrovski, pour un paquet de cigarettes, on avait la moitié d'un régime de bananes. Alors on mangeait des... D'accord. Et alors là, de là, ils nous ont envoyés à Hauquemont, c'est à l'entrée de la plaine des Joncs, c'est une sorte de mise en jambe, voyez-vous. Toutes les unités qui débarquaient, on les envoyait là pour faire des petites patrouilles dans la plaine des Joncs, apprendre à monter les gars, et s'habituer à la garde, être sentinelle. La sentinelle de nuit, quand on débarque, c'est pas tellement marrant, hein, on était le devenir parce que ce qu'on appelait les éléphants roses, les gars qui tirent la nuit à tout va parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y a rien. Qui débarque, le gars qui débarque, on le dégrossit. Et là, ils nous envoient. Et là, à ce moment, on est resté là, mais comme Bijard ne s'entendait pas avec Pampan, Pampan c'est l'Hérole, il ne s'entendait absolument pas. Et il a réussi à faire expédier son GC au Tonkin. Et je vous garantis que la traversée de Saïgon à Haiphong en fin novembre, oh là là, un vieux Libertigis, on a toujours l'impression qu'il allait s'ouvrir en deux. Et vous, comme ces bateaux-là n'avaient pas une telle bonne réputation, ils étaient soudés et non riftés, si j'ai bonne mémoire. Et on est arrivé à Hanoï. Et on a été logé à Gialam, c'est juste avant le pont d'Oumer. Je vois bien, c'est l'aérodrome. 1 kilomètre du pont d'Oumer, dans des baraquements qui avaient appartenu à la compagnie des chemins de fer de Yunnan. Ils étaient bien serrés, ces bâtiments. Il n'y a qu'un défaut, c'est que les Chinois étaient passés par là. Il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de portes, il n'y avait plus de plomberie, il n'y avait plus rien. Ils avaient laissé à la toiture, ils n'avaient pas dû avoir le temps de l'emmener. On a fait quelques opérations le long du canal des Rapides. On a fait une opération aussi derrière des chars, enfin des automitrailleuses. Qu'est-ce qu'on a pu bouffer comme poussière, c'est incroyable. Dans la rivière sèche, c'est abominable. Et puis de temps en temps, descendre en ville. À Hanoï. Parce qu'il n'y avait que le pont d'Oumer à franchir et on était à Hanoï. Et surtout, le pont d'Oumer, de l'autre côté, il arrive dans le quartier des corporations. T'es maigre. Les soldes étaient intéressantes à partir de caporal-chef. Mais en dessous, ça semblait énorme, comparativement, mais en fonction du prix de la vie là-bas, la piastre était à 17 francs à l'époque. Elle n'avait pas un pouvoir d'achat sur le trafic des piastres. Instructif, il y a quantité de gens qui ont été mouillés là-dedans. Marqué, qu'est-ce qu'on pouvait trafiquer, nous, avec les quelques centaines de piastres qu'on touchait. C'était pas important, vous n'aviez pas le temps d'aller... Même si on avait essayé des expédients en France pour la vendre plus cher, je ne vois pas ce que ça nous aurait rapporté. Non, tout ça, c'est pas... C'est comme quand on a débarqué, on nous a demandé si on avait de l'opium. Les douaniers nous demandaient, vous n'avez pas d'opium? Je lui ai dit, vous me poserez la même question quand je repartirai. C'est plus logique. Écoutez, allez demander à des gars qui débarquent s'ils ont de l'opium dans leur bagage. On laisse tomber où on en est. Je vais vous donner une anecdote. Le 8 juin 1948, le 6 juin 1948, c'était le 4e anniversaire des débarquements. Mais rien n'était prévu à Paris, tout était prévu sur la plage de Baroman, ce qui est absolument normal. Et pourtant, le GC2, uniquement le GC2, a défilé sur les Champs-Élysées. Et nous ne sommes pas partis
du coin de la rue Balzac, vous savez, d'où partent ceux qui raniment la flamme tous les jours. Nous sommes partis de Champs-Élysées-Clémenceau. C'est-à-dire qu'on a remonté les Champs-Élysées sur 1,5 km. Et après, on est retourné à la caserne Clignancourt, où on était arrivé le matin. Et alors là, mon Bigère a réuni les gars, et dit, bon, mais maintenant, on était un samedi, on devait rentrer le lundi matin. Carte est libre, mais il me faut des volontaires pour garder les faisceaux. Inutile de vous dire que moi, personnellement, j'avais un autobus, le 85, qui partait de la porte de la Clignancourt, comme le 200 mètres de chez moi. Alors j'ai beau avoir un sens aigu du dévouement. Vous savez ce qu'il a fait? Il nous a dit, ben, vous partez avec vos armes. À la classe. Mais je vous préviens, quand, lundi matin, tout le monde est là à 7h ou à 6h, leur importe peu, mais s'il y a jamais le moindre incident, même la plus petite bagarre comme ça, je vous ferai regretter d'être venu au monde. Et bien le lundi matin, tout le monde était là. On est tous partis, qui avec des Thompson, le PM40. Moi j'avais le MAS 36 à crosse pliante, parce que comme j'étais le plus grand, je portais le fanion du GC. Et il n'y a eu aucun problème. Carré l'affaire. Et comment on pourrait le définir, Bijard? Une gueule, un chef, un communicant? Un chef avant tout. Un guerrier? Ah, c'était un chef. Un chef quand même. Ah, c'était un meneur d'hommes, voyez-vous. Peut-être un peu outrancier, mais c'était un meneur d'hommes. Et puis alors, il avait une sorte d'aura, voyez-vous. Quand il entrait quelque part, on le voyait que lui. Ah, de la gueule, du panache, du bagou. Il était incroyable, ce gars. Incroyable. On avait au point de vue radio, on avait le 694 qui marchait avec la truc, le 300, enfin qui n'avait pas de portée, qui avait 80 km de portée, ou alors le Watson, non, le numéro, il m'échappe, le petit talkie-walkie, là, voyez-vous, et on communiquait comme ça. Mais les deux commandos du GC2, on ne s'est pratiquement pas vus pendant tout le temps. On était dans un coin, eux dans un autre. Et lui, il était au milieu de tout ça. Il orientait ses gars. Votre chef de section, c'était le lieutenant Rougier? Le chef de section, c'était le lieutenant L'Huillier. L'Huillier, qui a été tué le 17 février. Lors d'une ouverture de route? Hein? Lors d'une ouverture de route? Non, pas dans une ouverture de route. Non, c'est Valet de Perrault qui était tué dans une ouverture de route. Pour aller dans ce village s'appelait Chiencan, c'est ça. Et pour y arriver, on avait marché 180 km en 4 jours. Et quand on est arrivé la veille au soir, on était vraiment flappis. Sauf moi, parce que moi, avec mes cannes, alors la fatigue, je ne connais pas. Maintenant, je suis incapable de faire 100 mètres, mais enfin, ça, ce n'est qu'un détail. Et quand on est arrivé dans le village, mon huilier s'est assis sur un coffre dans la baraque du chef de village. Bon, carabine à l'épaule, bretelle de suspension, chapeau sur la tête, il s'est endormi. Alors là, encore une anecdote, si vous voulez, moi à l'époque j'avais un bel appétit, je me suis préoccupé de faire la bouffe. Ah non, pas de la faire, mais de la faire faire, parce que... Caporal. Où j'aurais pu me procurer le truc nécessaire, donc j'ai fait tuer des poulets, un cochon, un truc comme ça. On était 80, quelque chose comme ça. Et lorsque ça a été prêt, j'ai été chercher mes coffrets, ils m'ont tous envoyé chez et mangé tout seul. Trop fatigué? Parce qu'ils oublié. Ah, à 180 et le lendemain, donc, moi, avec mon huilier, donc le 17 février, nous voilà partis en patrouille. Bon, on s'est fait allumer une fois, mais enfin rien de bien sérieux. On a tourné pendant 2-3 heures, quelque chose comme ça. Et puis, il prend la décision de rentrer. Là, on nous attendait, une embuscade carabinée. La première balle a été pour lui. Alors, il est tombé à, je sais pas, comme la fenêtre de moi. J'étais vraiment, elle aurait pu être pour moi. Et du coup, le moral, il est dans les chaussettes, là? Ah ben là, oui, on était, parce que on était plutôt, on avait Rougier n'était pas là. Il était resté avec
avec le gros du GC, il y a une petite équipe qui était partie. Et donc il a fallu transporter le corps de l'huilier jusqu'à Sonna, ce qui n'a pas été facile parce que c'est un sacré lascar. Il devait faire 1,85 m et il devait peser dans les 120 kg. Et donc là, c'était quoi là? C'était 6 mois, avril? À peu près avril, oui. Donc là, vous étiez complètement autonome? Ah, on était complètement autonome, bouffait sur le pays. On n'a jamais vu une ration. Tout ce qu'on pouvait avoir à volonté, c'était le sel. Alors ça, le sel, on a besoin de sel, on nous en droppait 1 tonne. Donc on avait du sel, ça manquait pas de sel. Et le sel était une denrée rare dans le coin. J'ai dit, à titre d'exemple, vous embauchez un gars de village pour lui faire porter une charge pendant toute la journée, et le soir vous lui donnez 2 poignées de sel, le gars il vous saute au cou. Et donc la haute, ça du sel, on en avait. La haute région, elle se finit comment? Comment vous rejoignez vos garnisons à Hanoï? Ah, par avion. Parce qu'on on est resté le plus longtemps, c'était à Nassan, c'était un terrain d'aviation qui a été construit par les Japonais. Enfin, un terrain d'aviation, c'est bien grand mot. Il y a eu une piste herbeuse de 600 mètres. Ça suffisait pour les Junker ou les Bristol, et même éventuellement des Dakota. Mais les Viettes n'ont jamais attaqué ce poste. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'ils nous servaient à nous, mais de leur servir aussi à eux, de faire des petites magouilles avec. Et donc là, c'était quoi, une ouverture de poste ou vous avez été relevé par quelqu'un? Ah ben, tous les jours, on partait en patrouille. D'accord. Alors on allait voir les paysans, on allait dans les villages, les gars nous recevaient très aimablement. Si on prenait quelque chose, on le payait. Pas tellement en argent, parce qu'ils n'appréciaient pas les billets de la banque. Ils préféraient les pièces en argent, les grosses pièces. Oui. Ça, on n'en avait évidemment pas. Alors on leur donnait du sel, mais ça, on entretenait de très bons rapports. Et aussitôt qu'on avait le dos tourné, les Viettes arrivaient. Et puis si un chef de village s'était montré un peu trop aimable avec les Français, il risquait de passer à la casserole. Parce que là, on est dans le pays thaï. Oui, c'est le pays thaï. Les tailles noires. Tailles noires, de consonance de Dien Bien Phu. Les tailles blanches, c'est plus haut, c'est vers l'Aïcho. D'accord, d'accord. Et là, on arrive à la fin de la mission. Ben, elle s'est achevée le 24 juillet. Là, on était donc des avions, nous ont ramenés entre le 20, il y en a qui sont partis le 23 et l'autre le 24. Et on a rejoint le gros bataillon qui est installé au protectorat à Hanoï. Et j'ai appris récemment que le protectorat à Hanoï, tout le monde l'appelait le lycée Pamplemousse. Oui, exact. Alors moi, je suis allé... Je ne le savais pas. Alors je suis allé un petit peu à tâtons et on a, grâce à une amie locale qui me dit, avant la guerre, c'était le lycée des Pamplemousses. Lycée Pamplemousse. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais moi quand j'y étais il y a 2 ans, derrière il y a plein de pieds de pamplemousse. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est l'appellation qui est restée. Oui, ça venait de là. Alors moi j'avais des photos d'époque que j'ai réussi à calquer sur aujourd'hui, ça n'a pas bougé, et j'ai retrouvé des photos d'époque où il y avait à un moment une veillée aux morts. Il y avait un moment? À un moment il y avait une veillée pour un mort du 3e BCCP. Oui. Ça vous parle ou pas? Non, vous n'étiez pas... C'était pas votre commando? Ah, moi, non, je n'ai pas entendu parler de ça. Et j'ai la photo que je pourrais vous transmettre. Oui. Et donc on a virtuellement, avec les autres GC, le 1 et le 3, on a fait une seule opération, le bataillon entier, c'est Donké le 25 mai 50. La reprise du poste. La reprise de Donké. C'est la seule opération qu'on a fait ensemble. Du reste, une opération magnifique. Du reste, il y a une anecdote, puisque vous aimez ça. En captivité, un jour, je suis appelé par un officier viette qui parlait parfaitement le français. Et il me dit, vous étiez au 3e BCCP. Ben, il le savait, puisqu'il avait... je lui dis, oui, il me dit, vous savez, vous savoir la chance que vous avez ce jour-là. Comme le seul endroit où on pouvait larguer les parachutistes, c'était au pied de la citadelle. L'autre terrain s'est dégagé, était à 4 km. Donc on pouvait parachuter là. On vous avait préparé un comité d'accueil, mais alors quelque chose de gratiné.
Et un quart d'heure avant que vous n'arriviez, on avait tout démonté. Et encore une ironie de la vie, cet officier Viette et moi, on avait des relations communes à Paris. C'est pas vrai. Le chef d'orchestre Claude Luther, je pense que vous avez entendu parler. Oui. Vous avez entendu parler? Eh ben, c'était un copain. C'est avec lui que j'ai fait mon dernier Saint-Sylvestre avant de partir à l'armée. Donc là, on est situé au mi-année 1949. Oui. Comment ça se passait alors les retours à la base de Hanoï après 6 mois de au Tonkin? Bon, de toute manière, on est parti en centre de repos à Vatchaï, sur la baie d'Alongue. Là, on a passé une quinzaine de jours, mais alors... Le bonheur. Enchanteresse, de l'eau à 28 degrés, on pouvait marcher pendant 800 mètres, ça avait de l'eau jusque-là, enfin absolument merveilleux. On n'y bouffait pas trop mal, la jambe féminine était accessible. Enfin, malheureusement, ça n'a duré qu'une quinzaine. Peut-être 3 semaines, mais enfin, ça n'a pas duré. Et on est rentré et on a commencé à faire des opérations, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à quoi servait-elle, j'en sais absolument rien. Tout ce que c'est qu'on marchait. Le nombre de kilomètres qu'on a pu faire, c'est affolant. Tout à l'heure, vous avez évoqué Donquet en mai 1900. Vous avez évoqué Donquet en mai 1950. Oui, 25 mai 50. Qu'est-ce qui s'est passé comme opération marquante? Le poste de Donquet avait été repris. Il était tenu par il y avait des tabourets, des REI qui tenaient, et le poste avait été enlevé vraiment de haute lutte. Et longtemps, ils ne savaient pas s'ils devaient nous parachuter. Ce qui fait qu'on était parachutés in extremis, ce qui est fort bien, autrement on aurait droit au comité d'accueil dont je vous ai parlé. Et l'opération, on a repris la citadelle, c'était le GC2 qui devait se charger de la citadelle, le GC1 prenait, je crois, le Piton Montmartre, et puis le GC3, je ne sais plus ce qu'il devait faire. On a repris le truc vraiment au pas de charge. Hein. C'est qui commandait l'opération? C'était interne. Je sais pas qui. C'était interne à votre. Qui couvrait l'opération. Chaque GC avait son commandant de GC, mais qui couvrait l'opération à l'échelon supérieur, ça je ne pourrais pas le dire. Parce que vous savez, à l'époque, je n'étais que cabochef. Mais c'était bien ficelé. Ah oui, très bien. Par rapport au désastre d'octobre. De toute manière, c'était du pipi de chat, côté ce qu'a connu le BEP en septembre, en armement. Nous, on avait eu un AFM par stick, eux, ils en avaient 3. Ils avaient un armement qui était là. Du jour où les troupes de Mao sont entrées à la frontière, on aurait mieux fait de partir à ce moment-là. Vous ne pouviez plus rivaliser. Parce que le 3e a été au Laos en septembre 50, juste avant le saut sur la RC4. Sur tas de pieds plutôt. Et donc entre fin d'année 1949 et le mai 1950, il y a eu des opérations. Et il y a eu Niado, le peste dans le secteur de Laokai. Niado avait été à moitié enlevé. Du reste, le chef de poste avait été tué. Une partie du poste était occupée par les Viettes. Ils réclamaient du renfort. Laokai était une 50aine de kilomètres, mais impossibilité de faire venir des troupes terrestres. Donc on nous a parachutés. Le 5e BCCP du commandant Graal et le GC2 du 3e BCCP. On a fait une opération commune et on a repris le poste aussi des doigts dans le nez. Du reste, il y a eu de la casse, on s'est donné un mal de chien, et quand on est reparti, on a abandonné le poste. Et donc on arrive à Nouvel An, donc en fin d'année 49. Oui. Et donc l'année 1950 se présente bien, c'est la dernière ligne droite avant le retour en France. Ben oui, c'était... Donc, enfin, il a quand même été bien rempli, parce qu'il y a eu Sognado, Donquet, et de Donquet, on est revenu à pied sur quoi on est revenu?
sur Langson. Sur Langson. On est revenu sur Langson pour reprendre des avions, mais au lieu de nous parachuter à Noël, ils nous ont expédiés à Cowbang. D'accord. Ils nous ont parachuté à Cowbang. Ce qu'on a été foutre à Cowbang, vous n'en saurez absolument rien. Il n'y a rien. Et si On était logés dans des bâtiments épouvantables en ruine, on bouffait mal, je sais pas, et puis à Beaujour, ils nous ont embarqués pour Hanoï. On y restait, je sais pas, 3 semaines peut-être. Ça, c'est l'état-major qui a réfléchi. C'est l'état-major qui a réfléchi. Ah oui, donc, quand on était sur Doncquet, on est resté un petit peu jusqu'à ce que les tabords viennent récupérer le poste, mais il faisait un temps, il tombait des cordes. Alors, tu peux pas dire qu'on a... C'est rien que des pitons à escalader et à redescendre. Vous escaladez un piton en vous agrippant comme vous pouvez. À un moment, ça lâche. Vous redescendez en fauchant au passage quelques copains quand même. Il ne faut pas être le seul à se casser la gueule. Mais c'est une période absolument épouvantable. Par contre, on avait à bouffer parce qu'on avait les réserves du poste. Donc on est dans un avion, on sait qu'on va plonger dans la fournaise sur fin d'après-midi sur le poste de Doncquet. Oui. On sait qu'il va y avoir de la bagarre. Oui. On est content, on est dans le doute, on a de l'angoisse. Quel est le sentiment au plus profond de vous-même? On avait le sentiment d'être invincible. D'accord. On pensait que rien ne pouvait nous résister. Parce que ça faisait quand même un an et demi qu'on était passé partout les doigts dans le nez avec une chance insolente, parce qu'on a eu du bol, on en a eu, vraiment le bordel de nouilles, hein, ça alors. Et on croyait que c'est la raison pour laquelle la RC4, ça a été pour nous une... On n'a pas compris, quoi. Oui. Un effondrement moral, ouais. Et quand vous êtes au contact des premiers assaillants viettes, comment ça se passe là? C'est un rouleau compresseur où il y a des doutes, on avance et on fait confiance aux copains, où on ne sait pas trop où on se situe? Si je vous les trouve viettes, c'est différent parce que d'abord, ils partent à l'assaut parce qu'ils sont bien obligés, il y a les commissaires politiques derrière. Parce que c'est le gars qui traîne un petit peu ou qui fait mine de reculer, bon, il se fait abattre, il n'y a pas de problème, hein, ça. Donc, et puis ils avaient la foi aussi. Alors que nous, quelle foi on pouvait bien avoir? Honnêtement, notre peau, l'orgueil de notre unité, la fierté, notre fierté, notre peau. Mais enfin, on en voulait quand même. Et puis je vous dis, on était surtout une unité bien entraînée. On était passé partout. Et qu'est-ce qui vous commandait à l'époque? Le lieutenant Leroy. Moi, j'étais chef de stick, caporal-chef. D'accord. Et la dernière opération, mon stick, au lieu de 15, il y avait 8 gars, moi compris. Quand vous rentrez à Hanoï, oui. Vous étiez un peu les beaux gosses, quoi? Oh, pas tellement. Il n'y a pas un peu de frime? Vous savez, on pensait souvent quand on était à Hanoï, on ne pensait pas aux mécaniques, on pensait surtout à se distraire, à bouffer, à aller danser, pas pour moi, parce que je danse comme un chausse-pied, mais... on pensait à se distraire. Ils nous avaient envoyé, quand la première opération, celle qui a duré 6 mois, nous avait envoyé un officier payeur pour nous payer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec de l'argent? Il n'avait rien acheté. Donc vous étiez riche au retour? Par contre, ça permet à l'officier payeur de gagner une banane pour avoir été accomplir sa mission au péril de sa vie. Bon, ça, c'est un détail. Mais, non, alors quand on rentrait, on avait du pognon. On ne roulait pas sur l'or, mais enfin, on avait quand même... Parce qu'il y a ces canoës, il y avait un colonel aux troupes aéroportées, un colonel qui ne pouvait pas vous sentir. Alors là, je ne sais pas ce qu'on lui avait fait, mais quand il savait que le 3e était là, il devait avoir des crises d'urticaire. Il pouvait pas... Alors il nous expédiait, histoire de se débarrasser de nous, en fin 49, on s'est retrouvé à Hanoï aux alentours du 20 décembre. Alors on s'est dit, à nous, Noël,
on va se passer un petit Noël peinard, comme ça. Le 22, ce connard nous a expédié dans la nature. Et on est rentré le 3 janvier. Et donc là, après la prise de Donkey, en mai 50, on commence à penser au retour. Ah bah oui, mais écoutez, on parachuté, donc Donkey, après Kaohbang. Après on est rentré, on a fait encore des sorties de 3 jours, 4 jours, des trucs comme ça. Et puis le Laos, samedi. Le bataillon, moi j'y ai pas été parce que j'en étais à ma 4e dysenterie, j'ai pas pu y aller. Quand le bataillon est parti, j'étais à l'infirmerie de la BAPN. Et on est rentré, enfin le bataillon est rentré, je crois le 5 octobre. Et donc le 5 au soir, je vais vous dire, tout le monde en ville. La bringue. Hein? C'était la bringue. Ah exactement. Par contre le 6, pas de permis. C'était le début des nouvelles. Le début des nouvelles de la déroute. Là-haut, les nouvelles arrivaient qui n'étaient pas fameuses. Et le 9, qui était un lundi, le 9 octobre, on devait rendre nos armes, notre équipement. Le pasteur qui nous embarquait et venait d'arriver à Saigon en débarquant le 7e BCCP. Pour nous, c'était la classe. Et le 8 au matin, on a pris l'alerte et on a sauté le soir. Alors vous étiez rapatrié. Voilà comment on a fait ça. Mais on était vraiment arrivé à bout. Tous les gars avaient considéré qu'ils s'en étaient sortis, que c'était fini, qu'ils s'en étaient sortis les couilles. Pas de problème, pas de blessure, rien du tout. Hein. Vous pensez qu'ils vous ont volontairement sacrifié? Ah oui, volontairement. Oui. Bah, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez? On est parti à 200, je crois qu'on était 255, quelque chose comme ça, plus la compagnie de renfort du premier BEP, du lieutenant Lotte, là. Comment voulez-vous qu'une équipe de 350 ou 400 gars redresse une situation où deux tabords, le 3e heuré, le BEP s'était fait massacrer, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on a permis qu'en occupant une côte, je crois que c'est la 607, je ne me rappelle pas, ça, les côtes, j'ai pas tellement la mémoire. Il y a la 608 et la 703, hein? sur longue faille. C'est ça. 608 donc on a et 703. permis quand même à des gars de passer. Certains prétendent une bonne centaine. Moi j'étais en contrepente. Avec mon stick, j'étais en contrepente pour ne pas être pris par l'arrière. Alors je ne voyais pas tellement bien ce qui se passait. Et puis, donc, une fois qu'il s'est avéré qu'il n'y avait plus personne ne sortirait, bon, on est revenu sur Tatke, et on a eu l'honneur d'être désigné comme arrière-garde. Ce qui est ça fait plaisir, on était très contents du reste. Et à ce moment-là, Tatke, il y avait une physionomie vraiment particulière parce que c'était une petite bourgade pas désagréable, il y avait des commerces, il y avait une église, il y avait des trucs comme ça, mais tout brûlait. Parce que les commerçants avaient foutu le camp en foutant le feu à tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, et malheureusement, il avait un pont à franchir, un pont sur le Song Kekong, et les Viet avaient réussi à le faire sauter. Et là, ça a été la catastrophe. Parce qu'un pont, ça se traverse en 3 minutes, mais une rivière embarque, et pour tout arranger, devant nous, nous avions un tabord. Et vous savez que les tabords se déplacent, ils n'entrent pas dans les villes, ils campent autour des villes. Donc ils ont tout leur tente, leur bordel, leur gamelle, y compris les bonnes femmes de leur BMC. Tout, ils étaient devant nous, et ils ont mis toute la nuit à traverser. Ils ont laissé les barques de l'autre côté. Ils ont mis toutes les mains à traverser, et encore pour tout arranger, ils ont laissé les barques de l'autre côté. Alors nous on attendait bien gentiment, à la fin il a fallu que des gars en pleine nuit elles traversaient à la nage au mois d'octobre. Donc c'est déjà des heures qui étaient cruciales sur le repli. À la fin, ces heures-là, on jouait beaucoup sur le repli. Oui.
Alors, on aurait dû traverser à 3h, 4h du matin, tout passé. On était de l'autre côté, il était 9h passé. Alors, à 2 ou 4, les Viettes nous attendaient. Mais alors, une embuscade, on ne pouvait ni avancer, ni reculer, ni partir à gauche. Partir à droite, on ne pouvait pas, c'était un talweg qui était juste sous le feu d'un poste ganénique que les Viettes avaient pris. À droite, à gauche, c'était la brousse. On a foutu le camp dans la brousse, c'était la seule solution. Le premier coup de feu, je crois qu'on a eu une dizaine de gars qui ont été alignés sur la route immédiatement. Alors le temps de se filer dans le fossé, des trucs comme ça, bon, oui.